Retour dans cette émission avec nos invités, Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal L'Alternative, Luc Abaki, journaliste, analyste, chroniqueur. Nous continuons le débat avec la menace sur la liberté de presse au Togo. Luc, il y a un mot maintenant au Togo qui fait mouche, c'est le mot faussaire. Est-ce que vous connaissez au moins la définition de ce mot? Mais celui qui fait du faux est un faussaire. Il va de soi. Mais c'est vrai que on a lu avec beaucoup d'étonnement et puis beaucoup de déception la décision qui a couronné donc l'audience que le journal Alternative a eu avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et qui a donc abouti à la suspension de ce journal pendant 4 mois sous le prétexte justement que le journal aurait utilisé le mot faussaire pour qualifier des actes évidents, en tout cas documentés, qui ont été posés par un ministre en exercice. Nous trouvons ça vraiment désolant et très dangereux d'ailleurs pour la presse togolaise elle-même. Et elle compromet bien entendu aussi le principe même du leadership de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, parce que la HAC n'a raison d'être que si la presse existe. Alors si cette presse-là devient un ennemi juré de la HAC, c'est-à-dire que les membres de la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication, regardent en chien de faïence les acteurs du monde de la presse et des médias, mais ça veut dire qu'ils n'ont même plus leur raison d'être. Parce qu'ils ne sont là que si les médias sont là. Et donc leur mission, c'est en effet de réguler, c'est-à-dire d'assurer le fonctionnement correct et normal des médias, de donc protéger les intérêts de la presse, au lieu de se mettre en oppresseur ou même en répresseur, même quand c'est pas là je fabrique le mot, de la presse. Il devait plutôt jouer la médiation. Je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé pour que la HAC en arrive à ce niveau-là, où un ministre du gouvernement peut donner injonction à une haute autorité supposée être fondamentalement indépendante pour qu'elle puisse donc alors obéir aux ordres, aux consignes données par un ministre en exercice. Pour moi, c'est une déchéance totale, c'est un problème majeur qui recule de plusieurs années notre pays. Et à ce niveau-là, je suis outré, choqué et fondamentalement déçu. Que ce soit des journalistes professionnels qui exercent là-bas comme membres de la HAC, qui s'adonnent à cet exercice assez dangereux pour notre République. Je pense que vraiment c'est quelque chose qu'il faut revoir à tout prix. Merci beaucoup. Ferdinand, 1h34 d'audience et un communiqué d'à peine 2 feuillets de la HAC qui travestit l'audience, ou bien les auditions que vous avez eues la dernière fois à la HAC. Comment est-ce que vous percevez, vous comprenez cela? C'est un acharnement sur l'alternative ou... Moi, je pense que les institutions ne sont qu'à l'image de ceux qui les animent. Si vous mettez des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont fondamentalement là pour animer les institutions, ils vont traîner les institutions dans la boue. On ne peut pas comprendre que nous sommes partis à une audition qui a duré plus d'1h30 et qu'à la fin, on publie un communiqué qui est contraire à tout ce qui a été dit dans l'audition, au cours de l'audition. Vous voyez, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Moi, je ne veux pas revenir sur les détails, mais nous avons sorti un communiqué pour rétablir la vérité. Nous avons sorti, j'ai écrit une longue lettre au président de la HAC pour lui rappeler d'ailleurs, étape par étape, ce que chacun a dit au cours de cette réunion. Nous avons sorti un article bien documenté. Le journal lui-même déjà avait plein de documents, de facsimilés dedans. C'est d'ailleurs sur la base de ça que vous nous avez convoqué. Votre service monitoring a dit, voilà, il y a eu des documents, tout ça. Nous sommes allés à la HAC avec une pile de dossiers. On a commencé les discussions. On nous dit que le ministre qui a porté plainte aussi a amené ces éléments. Bon, confrontons les éléments au cas par cas pour qu'on puisse voir rejaillir la vérité. Si c'est quelqu'un ment, on saura. Vous nous dites non, que ça relève de la justice, que vous n'êtes pas là pour parler des documents. Je me suis même levé pour leur donner des documents. Ils ont dit non, monsieur Ferdinand, gardez-les. Cet aspect relève de la justice. Nous, on va s'occuper juste de déontologie, éthique, tout ça. Bon, on finit une très bonne discussion, on sort. Et puis on publie un communiqué pour dire nous, on n'a mené aucune preuve.
Mais attendez, pour des gens qui dirigent une institution de la République, il y a quand même de quoi être vraiment surpris, étonné. Et la réaction après de l'un de leurs propres membres qui vient relater les faits tels que nous l'avons expliqué, remet la balle au centre en disant voilà comment ça s'est passé. Alors si des gens qui sont à la HAC sont capables de travestir, et je ne sais pas comment dire, les conclusions d'une audition qu'eux-mêmes ils ont organisée, à qui profite le crime? Lui qui vient de le dire, certainement que c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Puisque on a l'impression que, bon, on était la graine du maïs devant la poule, ou le coq, et quels que soient les arguments qu'on apportait, on ne devait jamais avoir raison. Et c'est comme ça qu'ils ont tranché dans le vif. Après, ça a créé toute une polémique, et on a entendu des déclarations qui sont après des déclarations vraiment malheureuses, hein, en disant oui, au lieu de reconnaître que nous avons mal agi, ce que nous avons dit n'était pas conforme à ce que nous avons discuté dans la salle, on vient dire oui, personne n'est intouchable, comme si quelqu'un était allé une fois à la HAC, hein, avec une tenue, une carapace pour dire moi je suis intouchable, vous ne me touchez pas dans la République. Vous voyez? Et donc ça, c'est à l'image de ce que les gens, à l'image des individus qu'on met dans ce genre d'institutions. Luc vient de le dire, quand vous prenez même la composition de la HAC, est-ce que vous retrouvez des gens qui savent ce que la presse privée vit? Non, ils ne savent même pas. Beaucoup viennent des médias d'État, ils n'ont jamais investi un franc dans ce qu'on appelle un média privé. Or, la HAC, c'est la parution des médias privés qui a suscité la création de la HAC. Et donc, les gens sont là, ils sont dans les bureaux climatisés, ils viennent, c'est pour eux, c'est une maison de retraite. Et donc, ils prennent le plaisir à retirer les récépissés, à suspendre les émissions, à fermer les radios. Quand vous faites le bilan de cette HAC-là, puisque dans quelques mois, ils seront au terme de leur bilan, ça a commencé par Pitan Tchala, paix à son âme. On a vu LCF, City FM fermé, 70 personnes jetées dans la rue. On a vu après une émission de Taxi FM fermée. On a vu des journaux, nouvelles, Panorama, après Indépendant Express, l'Alternative. On a eu une cascade de sanctions qui, ma foi, nous répondaient parfois sur la base de rien du tout. Parce qu'on voulait faire plaisir à un ambassadeur, on voulait faire plaisir à la brasserie du Bénin qui est venue porter plainte, on voulait faire plaisir à X ou Y. Or, la mission de la HAC, comme Luc vient de le dire, c'est la régulation, c'est de protéger les journalistes. Et dans la question que j'ai écrite au président de la HAC, j'ai dit à quand remonte la protection même de la HAC des journalistes, pendant que les journalistes sont bastonnés, arrêtés sur les lieux de reportage? Qu'est-ce qu'ils ont fait réellement pendant toutes ces années-là? Rien du tout. Le bilan est là. Donc, ils attendent d'être reconduits au même poste. Mais nous avons trouvé cette sanction assez ridicule, parce que en 2021, où vous avez les espaces d'expression qui sont assez énormes avec les réseaux sociaux. L'alternative papier, qui sont ceux qui la lisent, c'est juste une élite. On imprime peut-être 1000, parfois 1500 quand il y a l'actualité. Ça se limite dans le vieux Lomé ici. Vous allez à Tikou, mais ça s'arrête là. À Jidogome, il n'y a personne qui vend les journaux. À Goy, il n'y a personne. Baguida, il n'y a personne. Donc, ça se limite à une élite. Donc, vous fermez un journal comme ça, en 2021, alors qu'on a des espaces où on peut parler et toucher directement les populations. L'émission qu'on anime ici, on a 9000 abonnés sur notre page YouTube. On a 10 000 personnes ou 12 000 personnes qui viennent à chaque fois qu'on poste une vidéo. Et l'impact est énorme quand les gens coupent les vidéos et les mettent sur les réseaux sociaux. Alors, si vous fermez les médias, vous faites quoi? Vous n'avez rien fait, vous avez jeté une pierre dans l'eau. Donc, les gens ne sont pas modernes. Ils sont toujours dans un monde qui est ancien. Et ils peuvent aujourd'hui se réjouir d'avoir fermé un journal pour 4 mois, mais ils n'ont rien fait. Vous voyez. Et donc, je pense que nous, sur le principe, nous continuerons de lutter pour la liberté de presse. C'est ce que nous faisons depuis. On a affronté des gens ici, des ministres, des présidents de la HAC, certains ne sont plus de ce monde. On continuera pas à faire cette bataille, pas pour nous seuls, mais pour les générations futures. Parce que des gens ne peuvent pas se retrouver dans une institution pour faire plaisir à un ministre indélicat ou à un officiel indélicat, prendre la décision de fermer un journal. En plus, comment est-ce que vous pouvez dire tous les jours qu'il faut que les médias se professionnalisent, que les médias deviennent des entreprises de presse? Les gens deviennent des entreprises de presse, ils ont un personnel, ils ont des charges, ils paient des impôts, et un matin, vous avez deux établissements officiels au Togo qui forment des journalistes.
Donc des gens, à la fin de leur formation, qui deviendront journalistes, et vous prenez plaisir à fermer les entreprises de presse pour eux, non? Mais il faut être dingue pour faire ça, vous voyez. Et donc, nous, comme ils l'ont fait il y a 1 an, c'est de l'eau sur le dos du canard. Nous, on continue pas à faire notre travail. Et puis bon, voilà, l'essentiel, c'est de porter l'information au niveau de la population. On le fera. Et dans cette affaire de ce notaire ministre, nous l'avons dit et nous l'avons répété devant la HAC, à partir du moment où il n'y a eu aucune confrontation des éléments que nous avons apportés et des éléments que le plaignant a apportés et qu'eux-mêmes ils ont dit que c'est la justice qui fait ça, on ne fait aucun démenti. C'est ce qu'on leur a dit. On a dit on n'enlève pas un seul mot parce qu'il n'y a aucun argument contraire qui puisse nous amener à nous dédire. Bon, et ils ont dit d'accord. Donc là, on n'a rien à nous reprocher. Et donc sur toute la ligne, nous avons gardé notre article. On est resté intact. Et donc, et d'ailleurs, ce dossier n'est pas fini. D'ici 4 mois, si la sanction fait 4 mois, on reviendra sur ce dossier. Et toujours avec ce ministre. Peut-être même que la prochaine parution après les 4 mois, ce sera toujours ce ministre parce qu'il est trempé dans beaucoup de choses. On ne va pas le laisser comme ça. Ou bien il ne va pas penser que bon, parce qu'il a obtenu une suspension de quelques mois et puis bon, on va le laisser. Non. On a des éléments sur lui, on reviendra sur lui. Et c'est pour lui montrer aussi que la presse va continuer par faire son travail, quelles que soient les intimidations. Voilà. Merci. Luc, pour question de déontologie, de professionnalisme, on suspend une journal pour 4 mois. C'est pas trop? Non, mais c'est lourd. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je dis, on est en train de reculer, comme je l'ai dit. Je voudrais quand même rebondir sur les propos tenus par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, où il dit que la récréation est terminée et que bon, ben, les journalistes, certains journalistes doivent arrêter de se prendre pour des intouchables. Ça, c'est un jugement grave. Et puis, il a dit où? Lorsque l'ensemble des organisations de presse, dont lui il dépend, c'est-à-dire que les médias se sont regroupés en plusieurs organisations pour s'autogérer. Et donc, vous prenez une décision qui concerne un des membres. Et l'ensemble des organisations de presse se mettent ensemble pour venir vous dire, franchement, la mesure que vous avez prise ne nous convient pas. Il faut la revoir. Il faut la rapporter tout simplement parce que vous avez compromis les rapports qui doivent exister entre vous et nous. C'est-à-dire que nous sommes là et puis à cause de nous, vous êtes là. Et donc tout ce monde-là, dont ils dépendent, sont allés le voir. Et c'est en ce moment qu'il tient ce propos selon lequel la récréation doit être terminée et que c'est un journaliste. Et ça, c'est un jugement grave. Pourquoi? Parce que ce qu'il vient de dire, il prête des intentions à des gens. En vérité, c'est un délit. C'est-à-dire que si lui-même, il était journaliste, il aurait écrit ça. Et donc, on serait en droit de porter plainte contre lui parce qu'il porte des intentions à des gens. Ce qu'il est en train de reprocher justement à la presse et qu'il couronne par une sanction aussi absurde. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est déjà grave venant de la part d'un président de la haute autorité, parce que ça traduit déjà son état d'esprit, sa psychologie. Voilà, sa psychologie qui est que au lieu de chercher la complicité des acteurs du monde des médias pour pouvoir mieux les réguler, pour pouvoir mieux les organiser, pour les tirer vers le haut, en tout cas pour affirmer son leadership, il se tient dans une position guerrière pour alors affronter la presse parce que lui, il aurait la loi derrière lui, ou avec lui. Mais je trouve que, c'est pour ça que je dis que cette attitude-là compromet dangereusement le leadership même de la HAC. Parce que dans cette position-là, c'est comme si il se décrétait une position et puis il est là donc pour donner des instructions à des gens qui n'ont pas droit à la parole et qui n'ont pas droit à des initiatives. Est-ce que vous voyez? Le fait que toutes les organisations de presse se soient mis ensemble pour aller le voir, ça devait le faire tilt dans sa tête pour se dire, mais attention, mais quand même, je ne suis là que parce qu'ils sont là. Et si tous ensemble, ils se mettent ensemble pour venir, est-ce que ce n'est pas même un désaveu clair? C'est un désaveu justement de la décision qui a été prise. Parce qu'au moins on aurait pu se dire que bon, avec tous les clivages qu'on connaît à la presse togolaise, certains auraient pu dire non, on ne se mêle pas de ça, cette démarche-là, on ne se mêle pas et tout ça. Si toutes les organisations se sont entendues, vous devez pouvoir comprendre que, ben, écoutez, c'est la loi de la majorité qui doit l'apporter. Vous n'êtes pas là pour imprimer des trucs et décider de façon arbitraire, prendre des mesures sous prétexte
que ces mesures-là sont conformes à la loi. Mais c'est des hommes qui ont fait la loi, en effet. Et donc, les réalités, ce sont les réalités qui imposent l'action à mener. Et donc, si toute la presse est contre cette loi-là, c'est qu'elle ne vaut pas la peine d'être prise. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est déjà un danger très grave. Cela dit, je suis en train d'analyser, je me dis, ben écoutez, c'est vrai, ils sont à quelques mois de la fin de leur mandat. On connaît la situation des gens. Quand vous n'avez jamais pris d'initiative dans votre vie, c'est-à-dire que vous n'avez pas autorégulé vous-même votre vie, vous n'êtes pas en mesure de forger vos ressources par vous-même, vous dépendez systématiquement du poste qu'on vous donne, bien sûr que lorsque vous tendez vers la fin du poste, vous puissiez être anxieux, vous puissiez manifester une forme de zèle qui puisse alors mériter votre reconduction. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut s'imaginer aisément que ce zèle manifeste qu'on constate ces derniers temps-là concernant la presse, la RAC, et puis son empressement à prendre des sanctions lourdes à l'égard de la presse, serait fondé quelque part par le fait que les gens sont en train de préparer leur réengagement pour un nouveau mandat au niveau de la RAC. Mais c'est se tromper justement parce que aujourd'hui, personne ne peut encore contenir l'information. Personne ne peut l'étouffer, la camoufler. Non, les faits sont là. Comme il a dit, les réseaux sociaux sont tellement puissants, ont un tel impact sur la population et au plan mondial qu'en réalité, lorsque vous prenez tout un couperet pour couper la tête d'un directeur de publication, à moins que lui, il ne soit pas mu par une volonté, un engagement, par une détermination à servir. Sinon, mais l'espace d'expression est si vaste que, ben, écoutez, vous n'avez rien fait. Au contraire, vous vous ridiculisez en bombant le torse dans un monde en pleine mutation, avec un dynamisme aussi manifeste, où, ben, écoutez, tout ce que vous faites, mais c'est ce que j'ai dit, moi j'ai écrit un article là-dessus pour dire, mais combien de personnes lisent objectivement un journal imprimé? Par contre, tout le monde, à partir d'un smartphone, vous écrivez un article, vous publiez sur les réseaux sociaux, c'est des milliers de personnes et à l'échelle mondiale qui lisent cela. Donc, vous devez pouvoir vous adapter aux réalités du moment. Et je me suis étonné qu'aujourd'hui, avec l'Internet qui déverse toutes les formes possibles de connaissances, les gens puissent présenter autant de carences de leadership. Il suffit juste de taper. Vous allez voir comment il faut gérer les gens, comment manager, comment se faire aimer, quelles sont les qualités qui sont recherchées pour un leader. Et mais écoutez, vous laissez des traces pour l'histoire. Et vous ne pouvez pas, en ce moment-là, poser des actes qui relèvent de, quand même de 1960, ou beaucoup plus que ça. Et puis bon, vous allez être heureux jusqu'à même faire des interviews, communiquer et penser que mais un faussaire n'est que celui qui fait de foubier, par exemple. Donc tout ça, c'est des éléments quand même dangereux qui donnent l'impression que les institutions ne s'adaptent pas à nos réalités d'aujourd'hui. Ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire, et la rencontre qu'on a eue, l'audition, était assez cool. Hein. Il y a eu quelques petits échanges un peu tubes, quand on veut nous dire oh, pourquoi vous avez dit ça et tout. Mais c'était convivial. C'est ça. Et on est arrivé, moi je suis très respectueux, Isidore également, et je leur ai même dit à la fin qu'à chaque fois qu'on m'appelle ici, quand je viens, je sais que j'ai tort, je présente mes excuses. Mais quand je sais que j'ai raison là, vous ne pouvez pas me dire d'accepter le contraire. Et donc, j'ai dit ça comme mot de fin. Et j'ai ajouté qu'on ne passera aucun démenti à ce ministre-là. Parce que même faussaire là, c'est un euphémisme. Il a fait plus que ça. Et donc, quand vous faites une rencontre comme ça, conviviale, et vous vous séparez, et le soir, on lit à la télévision que vous n'avez apporté aucun document, qu'il n'y a eu aucune preuve, et que vous n'avez montré aucune attitude qui montre que vous reconnaissez, je ne sais pas, que vous avez eu tort. Alors qu'il ne s'est rien passé de ce genre. Alors, si des gens de cet âge-là, des responsables d'une institution, puissent travestir dans un communiqué l'esprit et la lettre d'une réunion qu'eux-mêmes ils ont organisée, mais la République est en danger. Voilà ce qui m'a choqué moi. C'est pour ça que j'ai pris ma plume pour leur rappeler toutes les étapes de la réunion. Pour dire, vous avez dit ci, vous avez dit ci, vous avez dit ça, vous avez dit ci, jusqu'à la fin. Pour leur montrer que des hommes responsables ne se comportent pas comme ils l'ont fait. Et quelqu'un me dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais écoutez, si vous acceptez qu'on vous piétine, tout le monde n'accepte pas qu'on le piétine. Il y a une pensée qui dit, l'obéissance aveugle à l'autorité, c'est compromettre la vérité.
si quelqu'un brime mes droits, quelqu'un marche sur moi, mais il faut que moi je lui dise la vérité. Il y a longtemps que nous avons refusé de dire Yovo, bonsoir. Et on va se mettre à dire Ameibo, bonsoir. Mais non. Si quelqu'un te fait quelque chose et tu n'es pas d'accord, ou ce qu'il te fait viole tes droits, mais tu le lui rappelles. Mais on écrit au président de la République, dans nos pays. Alors, c'est qui le président de la HAC? On ne peut pas lui écrire, parce qu'il est un Dieu, il est tout puissant. Il est quoi? Donc, il faut que nous apprenions à défendre nos droits quand nos droits sont brimés. Et dans cette lutte-là, vous ne trouverez pas beaucoup d'alliés, hein, parce qu'aujourd'hui, dans la corporation, pour des petits intérêts, pour ci ou pour ça, les gens sont prêts à vous noyer. Et donc, nous, à l'alternative, nous l'avons compris, nous menons notre combat seuls. Si quelqu'un vient pour nous aider, tant mieux. Mais on a appris à mener nos combats seuls et on continue de le mener seul. Vous voyez, parce que celui qui rit avec toi, quand tu tournes le dos, c'est lui qui va pister les boutons pour que, bon, vous sombrez quoi. Parce que dans ce milieu-là, il n'y a pas que des amis. Il y a beaucoup qui disent oh, pourquoi c'est toujours eux, on parle d'eux tout le temps, eux aussi ils en font trop. Il faut quand même qu'ils tombent un peu pour que nous aussi on puisse peut-être parler de nous. Et moi je réponds toujours aux gens, nous on travaille. On travaille toujours. Et donc, je pense que cette décision de la HAC, Luc l'a longuement expliqué, ils sont en fin de mandat, les gens veulent faire un peu de zèle pour avoir une reconduction. Et moi j'ai vu au Sénégal, j'ai vu au Burkina, des gens qui ont fait les médias d'État, qui, vous savez les médias d'État en Afrique, ils n'ont jamais appris la contradiction. Les médias d'État, dans plusieurs médias d'État en Afrique, on n'a jamais appris la contradiction. C'est quoi? C'est la fonction publique. Hein? On écrit pour le chef de l'État, on écrit pour les ministres, on écrit pour louer le gouvernement. On n'a jamais appris à faire une analyse sérieuse en termes journalistiques et critiques. Et donc du coup, certains qui ont fait les grandes écoles de journalisme, à Yaoundé, à Lille, tout ça, ils ont fait les carrières sur le plan dans les médias d'État. Quand ils sont sortis sur la retraite, ils ont créé des journaux privés pour s'essayer un autre modèle. Vous en trouvez à Dakar, vous en trouvez à Abidjan, vous en trouvez à Ouagadougou, vous en trouvez au Bénin. Au Togo, les gens, quand ils finissent les médias d'État, ils sont à la retraite, ils veulent aller à la HAC. Quand ils ne vont pas à la HAC, bon, ils tombent dans la misère, dans l'oubli. Alors qu'ils partent à la retraite à 55 ans ou 58 ans, ils sont encore jeunes, ils peuvent créer une entreprise de presse, recruter des jeunes journalistes pour s'essayer vraiment aux vrais journalistes. Vous voyez. Et donc, si vous voyez tous ceux qui sont à la HAC aujourd'hui, vous voyez leur parcours, ils ne savent même pas ce qu'on investit dans la presse privée. Ils ne savent pas comment est-ce que les médias privés... Luc a été un grand manager d'un grand groupe qui gérait à la fois une radio et une télévision qui est sur satellite. Et il sait ce que ça lui coûtait en tant qu'investissement humain, matériel, financier, et puis la gestion des ressources humaines dans une grosse boîte comme ça. Et nous aussi, nous savons ce que ça coûte de gérer un média, même si la taille n'est pas assez grande. Mais eux, ils n'ont pas eu cette expérience-là. Donc, ils ont fait l'administration, ils sont dans leur bureau climatisé, et puis bon, ils se disent, mais pourquoi lui là, il fait tout ça, il prend des airs? Parce qu'ils n'ont jamais vu des gens prendre des airs, faire des analyses critiques. Bon, on va lui taper dessus pour qu'il se calme un peu. Voilà le raisonnement. Et avec ces genres de comportement, on ne peut pas évoluer en Afrique. Les médias ne peuvent pas évoluer. Et donc, c'est pour cela que quand vous allez par exemple dans les pays comme le Bénin, vous êtes dans les pays comme le Burkina, les gens qui sont dans les structures comme la HAC sont beaucoup plus respectés que les gens qui sont au Togo ici. Philippe Evignon, qui avait fait la HAC, a dit une fois que quand son collègue du Bénin devait venir au Togo, c'est avec un motard devant. Et quand lui devait aller au Bénin, on l'a récupéré à la frontière avec un motard devant. Mais lui ici, personne ne savait qu'il existait. Parce que les gens ne se sont pas donné les moyens de gérer les institutions avec, Luc l'a dit, avec un charisme qui suscite le respect de ceux qui les ont nommés là-bas. Ils pensent que bon, c'est en criant sur Kodjo, en tapant sur Luc, en tapant sur Ferdinand, et puis à venir faire des interviews pour dire personne n'est intouchable, que l'autorité va croire que vraiment là où on l'a mis là, il est en train de travailler. Non mais franchement, en fait, ce volet m'embête. Pourquoi? Parce qu'en réalité, moi j'avais une image extrêmement positive quand même de l'actuel président de la HAC, parce que c'est un monsieur qui a un tempérament qui me plaisait bien. Je trouvais que c'est un monsieur posé, qui n'a jamais d'histoire par le passé, qui a des valeurs humaines en tout cas. Mais le danger justement, et ça m'amène à analyser encore cette question de poste de responsabilité. Lorsque vous occupez un poste de responsabilité, c'est vous qui devez faire le poste. Mais si vous laissez les attributs du poste envahir votre esprit, au point où vous bombez le torse parce que vous êtes monsieur tant,
Mais vous tombez dans des travers extraordinaires et vous perdez des valeurs qui ont milité justement à votre accession à ce poste-là. Et ça, on a comme l'impression que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est pour ça que je suis puissamment déçu par les actions, en tout cas les décisions, les mesures, l'attitude même de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication vis-à-vis de la presse aujourd'hui, qui est fondamentalement son partenaire et l'unique partenaire d'ailleurs qu'elle a. Donc, dans ces conditions-là, franchement, je veux exhorter les responsables, en tout cas ceux qui occupent des postes de direction, à comprendre qu'en réalité, ce sont leurs qualités, leur charisme, leur vertu, leur capacité d'initiative qui font d'eux ce qu'ils sont. Ce ne sont pas les postes. Le poste en lui-même n'est absolument rien, mais la preuve, je ne sais pas comme il est en train de dire. Si aujourd'hui, le président de la HAC au Bénin est aussi respecté, il est conduit par un motard, et les nôtres ici sont pratiquement des coursiers qui peuvent recevoir des ordres. Qui n'ont jamais réussi ici voilà. à se faire recevoir en audience par le président de la République. Voyez-vous, qui peuvent recevoir des ordres d'un ministre qui est nommé, qui n'a aucune carrière, aucun background, etc. Mais moi, ça me cause un problème. Parce que moi, je suis jaloux, en fait, de mes institutions. Je veux me sentir gouverné, dirigé par des gens inspirants, mais de qui je peux puiser des choses intéressantes, dont les sorties sont quand même meublées par une certaine richesse qui nourrit l'esprit. Mais je ne peux pas avoir des gens qui, à la suite d'une réunion, viennent travestir le contenu, galvauder le contenu. Mais pourquoi? Justement, ça veut dire que si on est obligé de s'écarter du contenu d'une réunion pour prendre une décision qui est en travers des exigences ou de ce qui a été dit, ça veut dire qu'il y a une consigne qui est venue après. Quelque part. Exactement. Et alors que l'institution là qu'ils incarnent, c'est une institution fondamentalement et puis constitutionnellement instaurée. Est-ce que vous voyez? Donc les gens doivent pouvoir apprendre à s'affirmer. Même si c'est le président de la République qui vous donne une consigne, vous demandez poliment à le rencontrer. Le président de la République n'est pas un journaliste. C'est un président, il dirige tout et au regard du second, lui dira. Il pourra dire, mais écoutez, je veux telle chose. Mais il n'est pas professionnel du métier. Techniquement parlant, il ne connaît pas les subtilités de la chose. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il vous a mis là-bas. Vous devez pouvoir aller gentiment, avec toute la différence requise à sa personne, lui expliquer de façon technique les contours du sujet et ce qui est faisable. Alors quand vous le dites, si après on vous sanctionne, tant pis, mais vous êtes en harmonie avec votre profond, vous êtes en harmonie avec votre vision et votre conviction, et donc vous rentrez dans l'histoire. Plutôt que d'abréger votre propre vie et quand vous donnez l'impression que vous vivez par procuration et que bon, c'est des gens qui doivent faire de vous ce que vous êtes, moi ça me cause un problème sérieux et je dis, je le répète, je suis jaloux de mes institutions, je suis jaloux de mes dirigeants, je suis jaloux des acquis qui sont les nôtres. Il faut que les gens les assument parce que c'est ça qui va leur faire rentrer dans l'histoire. C'est ça qui va pérenniser les institutions, leur donner de l'aura et inciter ou susciter le respect au sein de la masse. Mais si les gens sont là pour juste des petits trucs, des intérêts immédiats, mais malheureusement, ils vont partir avec leur nom et tout ce qu'ils auront, en tout cas leurs œuvres. Et c'est dommage. C'est très dommage. Merci beaucoup, Luc. Nous allons observer une petite pause. Nous revenons tout de suite.